Il y a quelques jours, j'étais à plus de 150 km à l'heure sur une autoroute. Et à ce moment-là, je savais que si un pneu éclatait ou si une voiture déboîtait, je ne serais plus là aujourd'hui pour vous parler. Mon cœur tapait dans mes tempes, mes mains étaient soudées au volant. Et bizarrement, c'était le seul moment de la semaine où je me sentais vraiment intelligent, où je ne doutais d'absolument rien du tout. Ok. Ce que je viens de vous raconter, c'est du pipeau. Je n'ai jamais été à 150 km à l'heure sur une autre route. En vrai, j'étais juste assis sur mon canapé devant une de ces films d'action comme Fast and Furious où les moteurs hurlent. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est que pendant une seconde, vous m'avez crié. Vous avez même peut-être eu une légère augmentation du rythme cardiaque. Alors moi, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi on est des génies quand on frôle la mort, même virtuellement, et qu'on devient des idiots bégayants quand on doit prendre la parole devant un inconnu ou monter sur scène? J'ai remarqué que mon corps, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Le film et la réalité. Tout comme vous n'avez pas pu vous empêcher d'imaginer la scène que je vous ai racontée. Mon cerveau stimulait les dangers comme si j'y étais. Il activait ce mécanisme de survie alors que j'étais simplement assis sur mon canapé. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour apprendre à mieux parler. C'est pour apprendre à contourner ces systèmes et à activer ce que j'appelle le prototype de survie cognitive. Imaginez pouvoir amener votre cerveau à son niveau de performance maximale en une fraction de seconde. Imaginez que la perte du ridicule disparaisse pour laisser place à une répartie chirurgicale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurochimie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise l'adrénaline du crash social pour forcer mon cerveau à rentrer dans cet état de génie absolu. On va arrêter de chercher la sécurité et on va piloter dans les rouges. Accrochez-vous, ça va très vite. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il y a quelques années, à l'université, je me suis pris pour un grand orateur. Le professeur avait disparu. Les responsables étaient occupés à le chercher. À un moment, l'un d'entre eux se tourne vers moi et me dit: Mohamed, va prévenir la classe. Dis-leur que le professeur est arrivé, mais qu'à cause d'une confusion, il ne donnera finalement pas cours aujourd'hui. J'ai répondu: ok, pas de souci. Sur le chemin, je souris. Dans ma tête, la scène était parfaite et le film commence. J'entre, tout le monde se lève. Je lance une petite blague, la classe rigole. Puis ensuite, je transmets le message. Puis j'annonce calmement que le cours est annulé. Une scène simple, fluide, presque élégante. Et ensuite, j'ouvre la porte et le film s'est arrêté. Absolument rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai pas marché jusqu'au centre de la pièce. Je suis resté collé au mur. Je n'ai pas parlé à toute la classe. Je me suis adressé à une seule personne. Et je tenais mon sac contre moi comme un bouclier. En moins de 5 secondes, le type sûr de lui, dans mon imagination, avait complètement disparu. Et pendant des années, je me suis demandé où est parti le Mohamed sûr de lui que j'étais 30 secondes plus tôt. Parce que je savais parler. Je connaissais mon texte. Je n'avais oublié aucun mot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette scène, tu l'as probablement déjà vécue. Pas forcément dans une salle de classe, peut-être avant d'aborder quelqu'un, avant une présentation, avant un entretien d'embauche ou simplement avant de dire bonjour. Dans ta tête, tout est parfait, mais dans la réalité, quelque chose dans ta tête semble changer de personnalité. Tu trouves les meilleures répliques sous la douche. Tu remportes tous les débats dans ton imagination. Tu arrives à construire des conversations parfaites jusqu'au moment où elles doivent devenir réelles. C'est le même moment où ton cœur accélère, ta respiration change, tes mains deviennent moites et ta voix perd en assurance. La plupart des gens s'arrêtent là. Ils donnent un nom à ce qu'ils ressentent. Manque de confiance, timidité, anxiété sociale. Mais ces mots décrivent le problème. Ils ne l'expliquent pas. On nous a tous appris à combattre la peur, mais personne ne nous a appris à la comprendre. Et c'est peut-être là que réside la clé. Et si le problème ce n'était pas moi, mais la manière dont ces logiciels interprétaient la situation. Parce qu'il existe une chose que presque personne ne t'apprend. Ton cerveau ne réagit pas seulement à ce qui arrive, il réalise aussi à ce qu'il croit en train d'arriver. Tu regardes un film, tu pleures, pourtant tu sais que les personnages ne sont pas réels. Tu fais un cauchemar, tu te réveilles en sursaut, pourtant rien ne s'est passé dans ta chambre. Tu imagines une conversation embarrassante, ton ventre commence déjà à se nouer. Pourtant, la personne n'est même pas en face de toi. La réalité n'a encore rien fait, mais ton corps, lui, a déjà répondu. Et si c'était simplement la même chose lorsque tu prends la parole devant d'autres personnes? Et si ton cerveau n'était pas en train de te saboter, mais de te protéger? Mais si cette réaction est réellement un mécanisme de protection, pourquoi donne-t-elle parfois l'impression de nous rendre plus stupides alors qu'il est censé nous sauver? Pour comprendre cela, il faut parler d'une molécule que tout le monde connaît, mais que tout le monde interprète de travers: l'adrénaline. Principe numéro 2, l'adrénaline ne te rend pas plus stupide. Elle te prépare. L'adrénaline a une réputation catastrophique. Dès que notre cœur accélère, que nos mains commencent à trembler ou que notre respiration devient plus rapide, nous interprétons cela comme le signe que quelque chose ne va plus. Pourtant, réfléchis une seconde. Pourquoi ton organisme déclencherait-il un mécanisme censé te rendre moins performant précisément au moment où ta survie dépend que tu le sois davantage? On est d'accord? Ça n'a absolument aucun sens. Imagine simplement une personne obligée de fuir un incendie. Ce système de survie va-t-il choisir
choisir cet instant pour ralentir ses réflexes, diminuer son énergie et rendre ses muscles moins performants, précisément au moment où ta survie dépend que tu le sois davantage. Évidemment que non, ce serait alors le pire mécanisme de protection jamais conçu. En réalité, l'adrénaline fait exactement l'inverse. En quelques secondes, le cœur accélère pour faire circuler plus rapidement le sang. Les voies respiratoires s'ouvrent davantage. L'énergie est mobilisée et les muscles reçoivent le signal qu'il va falloir agir. Pendant ce temps, l'attention se resserre sur ce que ton système considère comme urgent. Le reste devient secondaire. Ton organisme ne cherche plus à être confortable, il cherche à être prêt. C'est exactement pour cette raison que tu ressens une telle intensité. Ton corps ne s'effondre pas, il change de mode. Il passe du mode quotidien au mode survie. Et je ne vous parle pas uniquement des théories. Il y a environ 1 ou 2 ans, j'ai eu plusieurs accidents de moto à très peu d'intervalle. Lors de l'un d'entre eux, je roulais très vite et j'essayais de passer entre l'espace étroit d'une voiture à ma gauche et d'une moto à ma droite. J'ai accéléré pour dépasser, mais la voiture devant moi a brusquement freiné. J'ai immédiatement serré les freins, la moto allait trop vite. Et pendant les quelques secondes qui ont précédé l'impact, il est arrivé quelque chose d'incroyable. J'avais l'impression d'être sorti de mon corps. Comme si je regardais la scène d'en haut, je voyais la voiture, la moto, la distance qui disparaissait. Je comprenais précisément ce qu'il fallait faire pour éviter l'impact. Et je comprenais aussi que techniquement, il était déjà trop tard. Le frein ne pouvait plus effacer la distance. La distance ne suffisait plus et l'impact a finalement eu lieu. Pendant longtemps, j'ai interprété cet instant comme une augmentation soudaine de mon intelligence. Mais la réalité peut être beaucoup plus fascinante. Ce n'est pas forcément que mon cerveau était devenu plus puissant. C'est que pendant quelques secondes, tout ce qui n'était pas indispensable avait complètement disparu. Plus de distractions, plus de doutes, plus de perte du jugement. Il ne restait qu'une seule question: comment éviter l'impact? C'est ici que tout bascule. Face à un accident, tu acceptes immédiatement l'alerte. Tu ne discutes pas avec ton cœur. Tu ne te demandes pas si tes mains elles tremblent avec élégance. Tu ne t'inquiètes pas de l'image que tu renvoies. Tu cherches simplement une issue. Mais devant une salle, un inconnu ou une personne que tu admires, tu fais exactement l'inverse. Ton organisme commence à se préparer. Ton cœur accélère. Ton attention s'intensifie. De l'énergie est libérée. Et au lieu d'utiliser cette activation, tu la regardes comme la preuve que quelque chose ne va pas. Tu dis: je panique, je ne suis pas fait pour ça, je vais me ridiculiser. Le même signe qui devrait te pousser vers l'action devient alors une raison de reculer. Ton corps se prépare à affronter la situation pendant que toi, ton interprétation essaie de t'en sortir. Ce n'est pas nécessairement l'adrénaline qui te paralyse, c'est l'histoire, c'est lui que tu rencontres autour d'elle. Principe numéro 3, la zone d'activation. Un matin, mon téléphone sonne. C'est lui qui me réveille. Je décroche. Avant même de savoir pourquoi il m'appelle, j'entends déjà la panique dans sa voix. Sa respiration est plus courte. Il parle trop vite. Ses phrases se bousculent. La veille, il avait acheté l'un de mes livres. Nous avons discuté pendant quelques minutes, puis chacun était reparti de son côté. Mais ce matin-là, il ne m'appelait pas pour parler du livre. Dans quelques heures, il devait préparer un rapport devant ses supérieurs. Il était persuadé qu'il allait s'effondrer. Il imaginait déjà sa voix trembler, ses idées disparaître, ses responsables le fixer, le voir hésiter, le juger, peut-être même remettre ses compétences en question. Cet homme était technicien, il connaissait son travail, il savait probablement mieux que toutes les personnes présentes ce qu'il devait expliquer. Et pourtant, à l'entendre parler, on aurait dit qu'on lui demande de faire quelque chose dont il n'est pas du tout capable. C'est là que se trouve le premier paradoxe. Il ne manquait certainement pas de connaissances, il était simplement devenu incapable d'accéder à ce qu'il savait. La présentation n'avait même pas commencé, mais dans sa tête, il l'avait déjà échoué 10 fois. Le véritable danger n'était donc pas la salle. Ce n'était pas ses supérieurs, ce n'était même pas les rapports, c'était les films qu'il était en train de projeter sur tout cela. Et ces fameux films produisaient déjà ses effets. Son organisme ne se préparait plus seulement à accomplir une tâche. Il commençait à réagir comme s'il devait survivre à une catastrophe. Alors pendant une dizaine de minutes, je n'ai pas essayé d'améliorer sa présentation. Je n'ai pas corrigé ses phrases. Je ne lui ai pas donné de formule charismatique. Parce que lui apprendre à mieux parler dans cette situation aurait été aussi absurde que d'apprendre à conduire à quelqu'un dont la voiture est déjà en train de déraper. Il fallait d'abord reprendre le contrôle. Mais attention, je n'ai pas essayé de supprimer toute sa peur. Et c'est probablement ici que la majorité des gens se trompent. Parce qu'ils pensent qu'il n'existe que 2 états. Le stress ou le calme. La peur ou la confiance. La panique ou la maîtrise. Quelques heures après notre appel, cet homme allait rentrer dans une salle où son travail, sa crédibilité, l'image que ses supérieurs ont de lui serait mise à l'épreuve. Il avait donc besoin de ressentir l'enjeu. Sans enjeu, aucune intensité, aucune vigilance, aucune présence. Mais s'il conservait le niveau de panique dans lequel il m'avait appelé, il risquait de perdre l'accès à ses propres capacités. Le véritable objectif n'était donc pas de le calmer complètement, c'était de le déplacer, le faire sortir de la panique et surtout sans le faire tomber dans la passivité. Et c'est là
qu'apparaît une distinction essentielle. Il existe principalement 3 niveaux d'activation. Au premier niveau, la pression est trop faible. Tu ne ressens presque rien. Tu es détendu certes, mais tu es également dispersé. Tu manques d'intensité. Tu récites tes phrases comme si elles n'avaient aucune importance. Ton corps est présent, mais ton esprit ne l'est pas complètement. C'est ce qui arrive lorsque tu prends une situation tellement à la légère que tu arrives sans énergie, sans préparation, sans véritable connexion avec ton audience, ton public. Puis vient le troisième niveau. La pression devient excessive. Ton attention se retourne contre toi. Tu ne penses plus au message que tu dois transmettre. Tu penses à ta voix, à tes mains, à ton visage, à la réaction des autres. Tu n'es plus en train de parler. Tu es en train de t'observer parler. Une partie de ton esprit essaie de réaliser la présentation. L'autre surveille chacun de tes gestes pour détecter le moindre anomalie, le moindre erreur, le moindre échec. Et c'est un fait que plus tu te surveilles, moins tu disposes des ressources pour pouvoir accomplir la tâche. Et c'est précisément dans cette zone que se trouvait cet homme lorsqu'il m'a appelé. Il connaissait son sujet, mais la panique avait installé un bruit si intense qu'il ne pouvait plus entendre ses propres compétences. Entre ces deux extrêmes, il existe une zone étroite, un endroit où l'enjeu est suffisamment fort pour éveiller toutes les capacités, mais pas assez violent pour les rendre inaccessibles. Ton cœur bat plus fort, mais tu peux certes encore réfléchir. Tu ressens la pression, mais tu peux encore observer. Ton attention se resserre, mais elle se dirige vers la tâche. Tu n'es ni endormi, ni submergé. Tu es présent, actif et réactif. Je l'appelle la zone d'activation. C'est dans cette zone que la pression cesse d'être une charge. Elle devient un carburant. Mais la question reste entière. Comment y entrer volontairement lorsque ton esprit est déjà en train de perdre le contrôle? C'est exactement ce que j'ai expliqué à cet homme dans le vocal que je lui ai envoyé après notre appel. Je lui ai demandé de faire 3 choses. Pas pour devenir soudainement charismatique, pas pour éliminer toute nervosité, mais pour reprendre l'accès à ce qu'il savait déjà. Première étape, détruire le film. Je lui ai demandé de séparer les faits de son imagination. Le fait est qu'il devait faire une présentation devant ses supérieurs. Le film, il allait oublier chaque phrase, perdre toute crédibilité et être humilié devant ses supérieurs. Ce n'est pas la même chose. Un fait exige une réponse. Un film construit une panique. Alors, chaque fois que ton esprit commence à fabriquer une catastrophe, pose-toi une simple question. Qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? Cette seule distinction retire déjà une partie du pouvoir de la peur. Parce que tu comprends enfin que ton organisme ne répond pas seulement à ta situation. Elle répond aussi à la mise en scène que tu construis autour d'elle. Deuxième étape, détruire le champ de bataille. Cet homme essayait de contrôler mentalement toute la présentation, l'introduction, les explications, le regard des supérieurs, les questions, la conclusion, les erreurs possibles, les résultats finaux. Son esprit devait affronter une ère entière qui n'avait pas encore commencé. Je lui ai donc demandé d'oublier toute la présentation, pas définitivement, pendant quelques instants. Son unique mission était de réussir la première minute. Entre eux, respirer, regarder les personnes présentes, puis annoncer clairement sa première idée, rien d'autre. Parce qu'on ne sort pas de la panique en essayant de contrôler davantage. On en sort en réduisant la quantité de choses qu'il faut contrôler maintenant. Lorsque la mission devient précise, l'énergie cesse de partir dans toutes les directions. Elle trouve une cible. Troisième étape, préparer la structure, pas la prison. La plupart des gens préparent un discours comme on apprend une poésie. Ils veulent mémoriser chaque phrase, chaque mot, chaque respiration, tout simplement parce qu'ils pensent que la perfection va les protéger. En réalité, elle les emprisonne. Car il suffit d'un seul trou de mémoire pour que tout l'édifice s'effondre. C'est exactement l'inverse de ce que je fais. Quand je prépare un discours, j'écris tout. Je structure mes idées. Je connais mon point de départ, mes idées principales et ma destination. Mais je ne cherche presque jamais à mémoriser chaque phrase. Pourquoi? Parce qu'une fois devant un public, un élément change. Le public. Je vois leur visage. Je vois quand une idée les percute. Quand une explication est trop longue. Quand une histoire capte toute leur attention. Ou quand il faut changer complètement de direction. Si j'étais emprisonné dans mon texte, je serais obligé de continuer, même lorsque je sentirais que je suis en train de perdre mon public. Mais lorsque je maîtrise la structure, je peux abandonner une phrase sans jamais perdre le message. Et c'est précisément ça, la zone d'activation. Tu n'essaies plus de produire un texte qui construit une conversation. La structure te donne la direction. La pression te donne l'intensité. Et le public te montre le chemin. Le soir, mon téléphone sonne de nouveau.
C'était lui. Mais cette fois, je n'ai presque pas reconnu sa voix. Elle était plus lente, plus stable. Il venait de terminer sa présentation et elle s'était bien passée. Il avait réussi à transmettre son rapport, à répondre aux questions et à rester présent devant ses supérieurs. Il m'a remercié comme si je lui avais donné une capacité qu'il ne possédait pas encore. Je l'avais simplement aidé à retrouver l'accès à ce qui était déjà en lui. Et maintenant que tu comprends ces mécanismes, il est temps de revenir à la question qui a lancé toute cette vidéo. Conclusion, apprendre à piloter dans le rouge. Au début de cette vidéo, je vous ai fait croire que j'étais à plus de 150 km à l'heure sur une autoroute. Bien entendu, c'était faux. Mais les mécanismes que je voulais vous présenter étaient bien réels. Quelques phrases avaient servi à construire une route dans votre tête. Une voiture, un danger, un impact possible. Et pendant un instant, votre organisme a commencé à répondre à une chaîne qui n'existait pas. C'est exactement ce qui se produit avant une prise de parole. La scène n'a pas encore commencé. La personne ne vous a pas encore rejeté. Le public ne vous a pas encore jugé. Vous n'avez encore oublié aucun mot. Mais dans votre tête, l'accident a bien eu lieu. Et votre corps se prépare à survivre au film que vous venez vous-même de créer. Voilà pourquoi combattre uniquement les symptômes ne suffisent pas. Ton cerveau n'est pas contre toi. L'adrénaline n'est pas toujours ton ennemi. Et la peur n'est pas toujours un ordre de reculer. Tout dépend de la manière dont tu interprètes l'alerte en question, puis de la direction que tu vas lui donner. Il ne s'agit pas d'éliminer la pression, il s'agit de la régler. Il ne s'agit pas de combattre l'adrénaline, il s'agit de la diriger. Il ne s'agit pas ici d'atteindre le calme absolu. Il s'agit ici d'entrer dans la zone d'activation. Alors, la prochaine fois que ton corps accélère avant de lever la main, de monter sur scène ou d'aborder quelqu'un, ne cherche pas immédiatement à faire disparaître cette sensation. Détruis le film, réduis la mission, retrouve la structure et puis avance. Parce que la confiance ne vient pas toujours avant l'action. Très souvent, elle apparaît lorsque ton cerveau découvre que tu es capable d'agir, même en sa présence. Le but n'est donc pas de sortir de la voiture. Le but, c'est d'apprendre à la conduire. Tu ne vas plus passer ta vie à chercher la sécurité. Tu vas apprendre à piloter dans le rouge.